Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire de la différence entre ce qu'on doit à des humains et ce qu'on doit à d'autres animaux selon un point de vue kantien? La position de Kant lui-même était qu'on n'a pas de devoir envers les animaux. Il considérait quand même qu'on avait le devoir d'agir de façon décente avec les animaux, mais il concevait ça comme un devoir envers les autres êtres humains. Alors voici ce que j'ai compris de sa position. Le sens moral, selon lui, ne dépend certes pas de l'empathie. Si on compare Kant avec un autre philosophe de la même époque, David Hume, ils ont une conception différente de ce qui fonde le sens moral. Bonjour Philibelle. Alors, David Hume était convaincu que le sens moral est possible grâce à une faculté qu'il appelait la sympathie. Mais notez qu'il faut comprendre ce mot-là plutôt au sens où on utilise le mot empathie aujourd'hui. Kant était plutôt convaincu que la morale repose sur la raison. En faisant le type de raisonnement que vous pouvez retrouver dans ma capsule vidéo sur l'universalisation, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de celle-ci à ce sujet-là. Alors, pour Kant, l'être humain est capable, par un raisonnement logique, de se figurer son devoir. Et pour que son action ait vraiment une valeur morale, il faut qu'elle soit faite non pas par empathie, mais par devoir. Quoi qu'il en soit, Kant reconnaissait qu'à défaut de nous indiquer quels sont nos devoirs, l'empathie fait souvent en sorte qu'on soit enclin à se conformer à son devoir. Et on n'a pas deux empathies, une pour les humains et une pour les autres espèces. En s'habituant à la cruauté, on mine sa faculté d'empathie et on risque de devenir plus enclin à la cruauté envers les autres humains. Et c'est pour ça que la cruauté envers les animaux est moralement inacceptable aux yeux de Kant, mais elle l'est parce qu'elle est une infraction à nos devoirs envers les humains, et non parce qu'on manquerait à un devoir envers les animaux, tout simplement parce qu'on n'en a pas. J'ajoute qu'aux yeux de Kant, il n'y a rien d'immoral à abattre des animaux de la manière la plus rapide et la moins douloureuse possible pour s'en nourrir, ni à faire travailler des animaux pour le compte des humains, tant qu'on ne les maltraite pas ce faisant. Comme je l'ai mentionné dans d'autres capsules, Luc Ferry est un philosophe contemporain qui adopte un point de vue kantien et il insiste sur la liberté comme critère de la dignité. Mais pourquoi la liberté? Je vais ici tenter de m'approprier sa position pour vous la résumer. La morale est conçue comme des devoirs mutuels, des choses qu'on se doit les uns aux autres. On respecte ses devoirs envers les autres tout en s'attendant à ce qu'eux respectent des devoirs envers nous. Et vous voyez, pour qu'on puisse avoir une morale, il doit y avoir possibilité de réciprocité. Et un rapport de réciprocité, c'est seulement possible quand tous les êtres concernés sont capables de se figurer leurs propres devoirs et aussi de concevoir ceux des autres. L'humain a des désirs et des instincts, comme tous les animaux, mais il est aussi capable de prendre connaissance de ce qu'il doit aux autres et il est capable de renoncer à combler ses désirs
pour choisir plutôt de respecter ses obligations, quand ses obligations entrent en conflit avec ses désirs. Et je vous rappelle que c'est ça, la liberté sur laquelle Ferry insiste, la capacité de s'émanciper de ce que nous dicte notre nature. Même avec un enfant, vous pouvez avoir un rapport de réciprocité qui est impossible avec des animaux, même avec des animaux dont le degré d'intelligence est élevé. Et j'en profite pour le souligner, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de capacité morale. Si les humains ont une dignité que les animaux n'ont pas, selon Ferry, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est parce qu'ils ont une capacité morale. Pour illustrer plus concrètement, je vais prendre un exemple personnel. J'ai déjà gardé ma nièce alors qu'elle avait 3-4 ans. Et comme vous avez pu le constater, chez moi, il y a des chats. Si on compare le rapport que je peux avoir avec ma nièce avec celui que je peux avoir avec des chats, ce n'est pas pareil. Avec une enfant, même de 3-4 ans, c'est déjà possible de lui faire comprendre certains devoirs. Par exemple, vous pouvez lui faire comprendre qu'elle doit manger ses légumes si elle veut regarder la télévision après le repas. Si elle a mangé ses légumes et que vous lui refusez ensuite sa demi-heure devant la télévision, elle est capable de vous dire « Mais t'avais promis que si je mangeais mes légumes, je pourrais regarder la télévision. » Quand une enfant dit quelque chose comme ça à un adulte, elle est pour ainsi dire en train de rappeler à l'adulte qu'il avait pris un engagement envers elle. Même un très jeune enfant peut comprendre certains devoirs, les accomplir et avoir envers les autres des attentes dont il est capable de défendre la légitimité, notamment en leur rappelant un engagement qu'ils ont pris. Bonjour Croque-Mitaine. Alors, vous remarquerez que dans une mesure qui varie selon l'âge des enfants, vous pouvez aussi leur faire comprendre pourquoi vous leur interdisez certaines choses. Par exemple, un enfant est capable de comprendre qu'il ne doit pas courir dans un restaurant parce qu'il risquerait alors de faire tomber les assiettes que transportent les serveuses. Ou encore qu'il ne doit pas entrer dans la maison avec ses bottes parce que ça salit le plancher. Maintenant, comparez ce genre de rapport-là au rapport que je peux avoir avec mes chats. Je peux leur interdire des choses et les convaincre de ne pas les faire en leur imposant quelque chose de désagréable s'ils le font. Par exemple, une légère tape sur l'arrière-train si j'en vois un s'approcher de mon assiette avec l'intention manifeste de lécher les aliments qui sont dedans. Par contre, c'est impossible de négocier avec un chat. Il ne servirait à rien, par exemple, de dire à Croque-Mitaine ici présente « Laisse-moi ce qui est dans mon assiette et ensuite je vais te donner des gâteries pour chat. » Elle ne comprendra pas. Et je ne peux pas non plus lui faire comprendre pourquoi je ne veux pas qu'elle monte sur le comptoir de ma cuisine. Bien entendu, tous ceux qui ont des chats savent que les chats sont capables d'empathie, d'affection, ça vous le voyez bien à la plupart de mes capsules vidéo. Les chats sont capables de toute une série de sentiments, mais ils ne sont pas capables de moralité. Et la même chose est vraie, jusqu'à preuve du contraire, pour tous les animaux. Le seul à avoir une capacité morale, c'est l'humain. Et c'est pour ça que Ferry insiste sur la liberté en tant que critère de la dignité.
Sans l'humanité, il n'y aurait pas de morale. La morale est une affaire d'humain. Finalement, pour conclure, la réponse à l'exercice de réflexion est assez courte d'un point de vue kantien. La raison pour laquelle on doit choisir de sauver l'être humain, c'est que l'être humain est doté de liberté et pas le chien. Et il n'existe pas de circonstances dans lesquelles on devrait sauver le chien plutôt que l'humain. Premièrement, je vous rappelle que dans l'éthique de Kant, les règles n'admettent aucune exception et les circonstances ne font pas partie des considérations pertinentes quand on cherche à établir quels sont nos devoirs. Deuxièmement, il est impensable qu'on ait le devoir de sauver le chien parce que les animaux n'ont pas de dignité. On n'a pas de devoir envers eux. Je vous retrouve la prochaine fois pour répondre à cet exercice de réflexion d'un point de vue utilitariste.